Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. C'est peut-être pas l'heure de prendre un bon café, à moins que vous ayez une soirée chargée ou agitée en perspective. Et néanmoins, ensemble, on va se prendre, mais alors, un très très bon café pour commencer. On repart. Alors on repart avec. C'est un truc. Bonjour Christophe Servel, fondateur de Terre de Café. Moi, je me souviens très bien du fondateur de Starbucks, qui dirige plus aujourd'hui Starbucks, qui justement avait quitté Starbucks en disant en fait, on a un potentiel pour faire payer le café encore plus cher. Et donc, je vais monter une nouvelle boîte. Je ne sais pas s'il l'a fait d'ailleurs. Vous devez le. Non, il l'a pas. Je ne sais pas. Et donc, je vais monter une nouvelle boîte qui va être, mais dans l'excellence absolue, etc. Starbucks a monté un nouveau concept qui est un peu plus haut de gamme, qui s'appelle la réserve, où il y en a 3 ou 4 dans le monde. Mais le café n'est pas plus cher. Mais il a raison, on devrait vendre le café plus cher, ça veut dire qu'on l'achèterait plus cher aux producteurs qu'on en a besoin. Mais voilà, mais c'était ça. Alors, en gros, son sujet, mais j'allais démarrer avec ça, Christophe, c'est qu'à un moment, là, devant ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est quand même Nespresso qui a, qu'on le veuille ou non, réveillé quelque chose autour du café et nous a fait comprendre à nous tous que non, le truc, le carte d'or dans le filtre en carton avec l'eau chaude qui tombe dessus, on pouvait faire mieux. Oui, alors c'est Nespresso, alors c'est Starbucks aux États-Unis. Starbucks a amené le café, l'expresso justement, aux États-Unis vraiment. Alors on peut faire beaucoup mieux que Starbucks, mais ils ont amené cette culture de l'expresso, de latte, etc. Et effectivement, Nespresso en France a réanobli un produit qu'on avait tiré vers le bas depuis 40 ans. Ouais, c'est ça. Absolument. Ils ont fait. Alors déjà, ils sont très chers, c'est cher, mais quelque part, c'est plus le prix du vrai café, du bon café. Après, c'est un rapport qualité-prix qui est très élevé, je trouve. Mais en même temps, ils ont réintroduit l'idée dans la tête des Français qu'il n'y avait pas un café et qu'il y avait des cafés. Ouais. Voilà. Et que c'était aussi, alors eux, ils ont joué la carte du statutaire, mais qui avait des mauvais cafés, des cafés moyens, différentes manières de le boire, et qui avait également de très bons cafés. Et là-dessus, c'est pas Nespresso, je suis désolé de le dire. Non, vas-y, alors. C'est vraiment le phénomène qu'on a depuis 10-12 ans en France, depuis 20 ans aux États-Unis, qu'on appelle le phénomène du café de spécialité, où là, vraiment, là, on a des cafés très spéciaux. Ça vient de là, Specialty Coffee, c'est des cafés spéciaux. Ce qui est ton domaine de café. C'est là où on exerce. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on traite le café comme on traite la vigne ? Oui, comme on traite la belle vigne. Parce que, si vous voulez, on a longtemps dans le vin, on prend toujours l'exemple du négoce du Languedoc pour parler de vin bas de gamme, ce qui est moins le cas aujourd'hui, je tiens à le dire. Le négoce de café, c'était un peu ce qu'on faisait dans le Languedoc dans les 70-80. Et en contre-champ de ça, on parle des grands Bourgognes, des grands Bordeaux. Le café de spécialité, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'on fait attention à comment on élève la vigne. Alors aujourd'hui, il y a une dimension de durabilité extrême dans le specialty coffee, mais en gros, c'est les plus belles vignes, les plus beaux grains, les plus gros tris, les plus belles fermentations qui font des cafés. Et je lisais dans ce que tu écris, si vous allez sur le site de Terre de Café, c'est passionnant si vous aimez le café. C'est-à-dire, il y a une relation à la terre, il y a un terroir très profond, il y a c'est des agriculteurs, comment on les appelle Le café, c'est un produit agricole, c'est un fruit. C'est un fruit qui fermente, qui donne. C'est très proche de la vigne. Mais c'est en ça où je lisais tout ce que tu dis. Mais mon Dieu, mais c'est du grand vin en fait. Absolument, ce sont des grands crus. Avec des plateaux, avec des territoires qui sont des territoires de leur. Alors, tu vas me dire ensoleillement. Il y a des parcelles, c'est parcellisé. Calcaire, pas calcaire, etc. Il y a différentes variétés, comme il y a différents cépages dans le vin. Un merlot, c'est différent d'un pinot noir, qui est différent d'un... Alors, c'était une de mes questions, ça. Est-ce que c'est des cépages, le café ? Alors, on appelle ça des variétés, mais on peut appeler ça cépage, si on veut faire une analogie. Il y a 2 grandes variétés, les arabicas. Le café de spécialité n'est issu que des arabicas, puisque c'est les cafés les plus nobles, les plus fragiles aussi, les plus coûteux, etc. Et il y a les robustas, les canephora, le robusta qu'on boit, qui est très utilisé en industrie. Parce que c'est un café qui est pas cher, c'est un café qui est solide, robuste. D'accord, ça vient on de le là. laisse de côté, lui. Alors, nous, on se concentre sur l'arabica. Nous, on le laisse de côté le plus possible. Et après, arabica. Donc, Alors, l'arabica, après, il y a différentes variétés d'arabica.
Donc là, on a parlé des espèces et les variétés. Il y a les plus anciennes, les Typica en Éthiopie, on appelle Heirloom, les Typica, les Bourbons, qui est une variété qui est apparue sur l'île Bourbon, donc au XVIIe siècle, La Réunion aujourd'hui. Donc c'est une variété entre guillemets française. C'est cette variété-là qui a colonisé le monde entier, puisqu'au départ, il n'y a pas de café en Colombie, il n'y a pas de café au Brésil, il n'y a pas de café en Amérique centrale. Ce sont les colons, la colonisation et malheureusement l'esclavage qui ont amené le café en dehors de l'Éthiopie, du Yémen et de l'île Bourbon. Et après, tu parles beaucoup de la torréfaction. Alors la torréfaction, c'est la deuxième étape, c'est la deuxième transformation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté, qu'on a élevé, qu'on a récolté, qu'on a fait sécher, qu'on a fermenté, trié nos cerises de café, en fait le café, on consomme le grain, la graine. Ça arrive dans des sacs qu'on a scrupuleusement choisis, etc. On a fait notre sourcing en pays producteur ou ici. Et là, il faut le cuire parce que le café, il arrive cru. Et nous, notre métier, après la sélection, c'est la cuisson. Et là, on va le torréfier. Et on torréfie évidemment pas tous les cafés de la même manière. C'est-à-dire qu'un café qui a un petit grain très dense, qui est très floral, on va pas le torréfier. Un café qui a un gros grain peu dense et qui est très fruité, moins floral. On va chercher des courbes de cuisson différentes pour révéler au mieux ce qu'on a envie de révéler. Voilà. On boirait bien un petit café là. Je suis désolé. Non, mais vraiment l'assimilation avec le vin. Et donc là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un marché en fait pour payer le prix. Exactement. De l'ensemble de ce que tu viens de décrire. Voilà, ça c'est très très important. C'est qu'on arrive à un moment où effectivement, il y a une grande filière du café qui est une des premières matières échangées dans le monde. Et dans cette filière, depuis une dizaine d'années, alors en France c'est plus récent, parce que nous on a été parmi les premiers à faire ça il y a 12 ans, et depuis, moi je vois l'évolution, depuis 5-6 ans, il y a un vrai marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète suffisamment de café en volume pour avoir des échanges de long terme avec les producteurs et de récompenser la qualité. Ouais, c'est ça. Et le marché, et grâce alors à des torréfacteurs comme nous, mais aussi grâce au public, aux Français pour le coup, mais aux habitants du monde entier, puisque c'est un phénomène mondial et c'est ça qui est intéressant, où des gens acceptent et comprennent par le goût. Et aussi, à mon avis, c'est un engagement aussi de faire ça, c'est qu'on peut acheter un paquet de café à 10 €. Et c'est ça qui rend un marché possible et c'est ça qui rend la valorisation possible de toute la chaîne en amont. Et ça, c'est super important et ça, c'est vraiment très récent. Alors, c'est les gens, mais c'est aussi les entreprises, ce sont aussi nos amis restaurateurs qui sont en grande détresse en ce moment. Et on va en dire un mot. Les hôteliers, etc. C'est-à-dire que moi, j'assiste à ça en direct. C'est la révolution, c'est le petit pousset. Les industriels se moquaient de nous au départ et aujourd'hui, on leur prend des marchés, des gros marchés, chaque mois, chaque année. Attends, parce que je veux même tirer le fil. Mais parce que alors l'industrie pour le coup, très très vite, Moulinex, effondrement de Moulinex sur un symbole justement, la machine à café chinoise. Voilà, la cafetière chinoise, on peut plus faire de cafetière en France, c'est fini. Ça. Arrive, qu'on le veuille ou non, la révolution en Nespresso. Et tout à coup, la machine elle-même se met à regagner de la valeur. Et tout à coup, on peut à nouveau fabriquer cette machine. Alors en Allemagne, dans les pays développés, avec même derrière une filière de réparation. Tout ça entraîne derrière, même en termes d'outils industriels, des mutations qui sont extraordinaires. Et très rapides. Et très rapides, mais surtout qui rebattent les cartes du partage de la valeur économique. Moi, je trouve que c'est ça qui est absolument passionnant. Et ça va très très vite. Alors c'est intéressant ce que vous dites sur la machinerie, parce qu'autour du café de spécialité, vous avez tout un écosystème. Mais oui. Les machines à café, les services, les filtres. On se moque du café filtre encore en France, mais en réalité aujourd'hui, un café filtre bien fait, c'est quelque chose d'envoûtant. Et je vous promets, si vous me je reviens et on le fait, je vous promets. Et je vous invite à venir. Le terme envoûtant, là, il faut. Mais c'est vrai. Ouais. Et il y a un écosystème autour des machines professionnelles, il y a un écosystème autour de l'accessoirisation en général. Les machines à torréfier ont évolué. Tout est devenu digital et on est dans la précision. Comme tous les beaux produits gastronomiques, comme la gastronomie en général, il faut utiliser des beaux produits, il faut être précis. Et le café spécialité, c'est ça. Et ce que je trouve formidable en ce moment, dû notamment à cette pandémie, qui accélère le phénomène, et ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que la précision, ça n'est plus le propre d'un grand chef qui va demander à son staff de faire un beau café, c'est le propre de chacun chez soi. Ils s'achètent une petite balance, ils s'achètent leur petit moulin, ils s'achètent leur petit dripper, il y en a pour 100 €, et là, ils peuvent faire tous les cafés qu'ils veulent et ils se régalent et ils sont précis.
Et ça, Oui, mais c'est une généralisation. attends, je me gourre pas. Toi, tu organises toi-même quand même des formations. Oui. Parce que au bout de tout ce qu'on a décrit, faire le café, voire le verser même, il y a un coup à prendre. Il y a un peu de technique. Encore une fois, comme un sommelier, quoi. Ouais, exactement. C'est un petit peu plus le vin. Il faut savoir quelle température, avec quoi, le Mais carafé, le pas café aussi, le j'ai carafé. l'impression, la température de l'eau, etc. Absolument. C'est un petit peu plus complexe puisqu'il faut le faire. En fait, la première transformation, c'est le pied producteur. La deuxième, c'est la torréfaction, et la troisième, c'est la tasse. Il y a 3 transformations dans le café. Dans le vin, on peut résumer au fait de dire qu'il y en a 2. Donc c'est plus complexe. Et c'est pour ça aussi que ça pousse pas chez nous et c'est moins exploré aussi pour ça. En fait, il y en a 3, mais c'est normal. Tu connais moins le vin que le café. Mais en fait, ce qu'on sait peu, c'est que le viticulteur n'est pas toujours celui qui derrière va faire le vin. Donc il va y avoir aussi l'assembleur qui ensuite va, voilà, et notamment en Bourgogne, etc. Enfin, voilà. Dans le Bordelais aussi. Dans le Bordelais aussi. Mais continuons sur le café. Et donc ça va jusque, il y a des championnats de garçons de café. Enfin, on dit barista maintenant quand on est bon. Très sérieuses, nationales, internationales. Incroyable. Les mecs qui gagnent deviennent des stars. Moi, j'ai traversé des aéroports, notamment avec un torréfacteur star. Un Suédois où les Japonais le prenaient en foot, c'est incroyable. Hein. Si, c'est rockstar quoi. Il y en a 2-3 comme ça. Donc, et puis ceux qui gagnent ces championnats ont des carrières assurées à vie, c'est-à-dire qu'ils évoluent. Maintenant, aujourd'hui, quand vous allez dans une boutique Terre de Café ou n'importe quelle boutique, on appelle des coffee shops. Moi, je considère nos boutiques plus comme étant vraiment des boutiques de café où on peut consommer. Les garçons qu'on voit derrière le comptoir, c'est des gens. Leur passion, c'est le café, et leur vie, c'est le café. C'est passionnant. Voilà. Mais alors, et pour en revenir à Terre de Café, donc 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça Un peu plus, ouais, 4 millions 5. 4 millions 3. Et donc toi, il a fallu que tu fasses un switch justement, bar, café, restaurant fermé. Ouais. Et donc ça a été une accélération. Quelque part, peut-être même ça t'a rendu service vers les particuliers. Ouais, c'était un rééquilibrage de notre modèle, puisqu'on faisait les 3/4 en ce qu'on appelle B2B, donc hôtel, restaurant, entreprise, épicerie fine. Et les hôtels, les restaurants ont fermé, donc on a fait moins 50 sur notre chiffre d'affaires B2B. Mais par contre, on a fait plus 230 sur le retail web. Donc on a un site internet terredecafé.com qui marchait bien, hein, mais on a vu, c'était la folie. Hein, les boutiques marchent bien toujours, donc c'est vraiment en plus. Et alors vraiment ça, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de commerçants s'interrogent sur dès que vous mettez du contenu sur votre site, dès que vous mettez du contenu, et là il y a du contenu, il y a des photos, enfin voilà. Absolument. Et ben forcément on est bien davantage en confiance que si on avait les paquets qui s'affichaient avec des. Ah ouais, il faut que ce soit joli déjà. Pour ceux qui sont il faut une marque quand même. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à. Oui, mais alors cette marque, elle n'était pas B2C. Donc comment ça s'est passé? On achète des liens sponsorisés et des mots clés. On fait du marketing. Hein, on a quand même des boutiques. Mais on accélère sur le marketing finalement. Absolument. La marque chez nous, elle était faite, a été construite. La vision, elle a 10 ans. Le discours, il est verrouillé. Enfin, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. On est sincère dans notre communication. Ça, c'est important aussi. Si j'ai un conseil à donner, on triche pas. C'est compliqué de tricher, surtout quand on parle de durabilité, d'environnement, etc. Il faut se donner les moyens de son discours, si je puis dire. Et puis, effectivement, après, il y a des experts, ce sont des gens dont c'est le métier. De faire du marketing sur Internet et notamment de donner de l'argent à Google et à Facebook puisqu'aujourd'hui c'est par eux que ça passe et ça c'est vraiment un métier. Moi en un an on a appris c'est incroyable d'ailleurs parce que c'est sans surprise, enfin il y a très peu de surprises. Oui, mais alors je vais me permettre de me faire l'avocat du diable Google et Facebook, un peu comme la grande distribution, heureusement qu'ils sont là pour que tu puisses justement faire ce switch quasiment en temps réel. Alors ils sont là, le problème c'est qu'ils sont en situation de monopole en fait, quasi. Oui, mais pour toi c'est très bien, parce que ça veut dire que tu sais exactement où dépenser ton argent. Il faut s'en servir, il faut savoir s'en servir. Mais effectivement, ils sont incontournables. C'est-à-dire que quand on veut exister sur Internet aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un contenu de qualité, ça ne suffit pas. Non. Voilà, il faut payer. Après, le retour sur investissement est très rapide et sans surprise. 230%. Sans surprise. C'est assez incroyable. Hein. Bon, dernière question. Est-ce que comme Bordeaux-Bourgogne, tu es Éthiopie ou Colombie, par exemple ? Alors moi, j'aime tous les bons cafés. Mais j'ai commencé ma carrière en Éthiopie avec le café de forêt. Et ça reste le plus merveilleux des cafés dans son ensemble. Il n'y a pas que le goût, il y a tout. La culture éthiopienne du café, enfin, c'est enraciné vraiment parce que c'est l'origine du café.
Et puis on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs, se promener sous des forêts de caféiers qui sont normalement des arbres, sont taillés en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Là-bas, on marche sous les forêts de caféiers qui eux-mêmes sont surpassés par la canopée des forêts secondaires. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Christophe Servel, donc le fondateur de Terre de Café, était notre invité sur Bismart. Christophe Servel, donc fondateur de Terre de Café. On parle d'une nouvelle génération de financement pour la French Tech, mais vous allez voir ça dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Dernière partie de notre émission. Damien Morin, le PDG de Mobile Club maintenant. Salut Damien. Bonjour Stéphane. Ravi de te retrouver. Toujours à un moment, faut arrêter le truc. Costume, c'est ça. Peut-être pas, mais on va dire entre le sweatshirt Zuckerberg, entrée en bourse. Là, c'est entrée en bourse de Zuckerberg. Ouais. Ça doit être 2013 Ouais. ou 2012 même. Bah, je pense que si je vais jusqu'à l'entrée en bourse, je mettrai un costume. En tout cas, pour investir dans les startups. Lui, il l'avait pas fait. Il l'avait pas fait. Ouais, Tu te souviens de la séquence? C'est carrément du marketing. Il était avec exactement comme. Bah ouais, mais d'ailleurs, il était habillé exactement comme toi, t-shirt blanc et avec le sweatshirt noir à capuche. Là, on est lundi, il fait froid. Je suis pas une introduction en bourse encore. Donc, pourquoi est-ce que tu es là, Damien? D'abord, j'ai envie de savoir comment fonctionne Mobile Club, qui est ta boîte du moment là. Ouais. Et puis parce que il y a eu, alors grâce à qui? Mon Dieu, c'est les Échos et Angel Square. Angel Square, voilà, le classement des business angels. Et effectivement, ils ont relevé. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle là donc la nouvelle armée de business angels. C'est-à-dire, vous êtes la deuxième génération finalement. Donc il y a eu une première génération, on va dire Simon Sini, Niel Granjon, voilà pour résumer, des gars qui avaient monté des premières boîtes avant même l'explosion de la bulle Internet, qui ont investi et tout. Et vous êtes une deuxième génération finalement. Je suis même pas sûr que la première génération soit vraiment celle de Niel, Simoncini, Granjon, qui sont quand même des entrepreneurs complètement à part, qui certes ont toujours été actifs en tant que business angel, mais on parle que de 3-4 personnes. Non, mais il y en a beaucoup d'autres. Parce que Ouais. je cite ceux-là parce que c'est ceux que tout le monde connaît. Mais moi, j'en connais beaucoup d'autres. Hein. Ouais, mais la majorité des autres business angels, et c'est ça qui je trouve Qui ont important 45-50 ans. Hein. Ouais, tout à fait. N'étaient pas forcément des entrepreneurs tech. Ah, c'est ça que tu veux dire. Niel, Simoncini, c'est D'accord. quand même des cas à part. La première génération, pour moi, c'est même carrément des chefs d'entreprise, mais vraiment industriels. Je comprends. C'est, Des family office. Exactement. C'est par exemple des directeurs financiers de grands groupes qui maintenant ont envie d'investir un peu dans des nouveaux projets, mais c'était pas forcément des entrepreneurs tech. Alors que là, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Là, il y a une nouvelle génération de business angels qui arrive, qui eux sont des entrepreneurs plus jeunes, qui sont plutôt issus en effet de cet univers tech, start-up, entrepreneurs, qui ont eu accès à des financements type fonds d'investissement, etc., etc. Et ça, en effet, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau, mais c'est vachement intéressant. Parce que c'est là que se crée vraiment l'écosystème. Tout à fait. Je pense d'ailleurs que ces nouveaux entrepreneurs ils n'ont pas passé 40 ans de vie professionnelle avant de commencer à s'enrichir un petit peu. Et donc, du coup, ils ont une appréhension du risque assez différente. Et je pense que d'ailleurs, c'est des entrepreneurs qui, plus facilement, ont tendance à faire des tickets d'investissement qui sont peut-être pas forcément énormes. Enfin, je parle de mon cas perso. Hein. Non, mais attends, ton cas perso, Damien, t'as pas 40 ans de vie professionnelle. En plus, et puis surtout, je suis ni Niel, ni Granjon. Donc moi, j'ai pas fait un exit extraordinaire sur mes histoires entrepreneuriales. Donc moi, je fais des tout petits tickets de business angel, par exemple. Moi, j'investis des tickets entre 20 et 70 000 euros par boîte. Donc c'est de l'argent, mais c'est pas, je suis pas un investisseur qui investit plusieurs millions par an. Je fais pas du tout partie de Et toujours au tout démarrage. Alors, ouais, moi je cherche des projets qui sont vraiment au démarrage parce que c'est là qu'on va faire les plus gros multiples. Et moi, je pars du principe que quand j'investis dans une boîte, mon argent, il est perdu. Hein, c'est-à-dire que je pars du principe que de toute façon, j'ai 80% de chances de ne jamais le revoir. Ouais. Mais j'espère que dans 20% des cas, je vais récupérer ma mise, voire même faire beaucoup plus. Je vais pouvoir faire en quelques années 10 fois ma mise, 20 fois ma mise, 30 fois ma mise. Et ça, c'est unique. On peut le retrouver, c'est des multiples qu'on ne peut retrouver que dans ce type d'investissement.
des investissements très risqués. Qu'est-ce qui alors d'abord première chose quand même parce que je t'ai pas présenté comme si tu étais Johnny Hallyday, pas encore tout à fait. Donc effectivement tu n'as pas fait des exits extraordinaires. La première boîte ça a même été un crash, voilà, qui s'appelait à l'époque pas complètement. Non, parce qu'on est quand même on est rentré en redressement judiciaire en 2015, donc je peux rappeler rapidement ce qu'on faisait. C'était Save My Smartphone. Exactement. On faisait de la réparation de smartphones. En 2016, on a eu une perte de cash, on est rentré en redressement judiciaire et on s'est restructuré. On a licencié la moitié des effectifs, fermé la moitié des magasins, mais à la fin, on était de nouveau rentable et on est ressorti en plan de continuation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une session au tribunal et donc ça a été une session qui a eu, il y avait une transaction entre le nouvel acquéreur qui est Remade, qui malheureusement n'a pas connu un super sort. Absolument. Mais donc il y a eu une transaction avec donc tous les actionnaires de Save, dont je faisais partie évidemment, et puis adossé à des fonds et d'autres personnes. Donc je suis resté 1 an et puis maintenant Mobile Club. Donc c'est la location de téléphone mobile. Hein. Exactement. Donc toujours un service pour les particuliers. Ce coup-ci, à la place de les réparer, on les loue. Donc on a lancé des offres de location de smartphones sans engagement. C'est-à-dire que les clients peuvent changer d'appareil autant qu'ils le souhaitent. Ton grand sujet, le déclic, ça a été le smartphone à 1 000 €. Je ne sais pas s'il y en a encore à 1 000 € d'ailleurs. Je crois qu'ils sont retombés un petit peu. Non. Alors il y a ça le déclic, c'est-à-dire à un moment forcément, si ça commence à coûter le prix d'une voiture, il faut qu'on puisse le louer comme on loue une voiture. C'est exactement ça. On va dire que il y a dans la propension à consommer des ménages, il y a plein d'outils financiers pour se loger, pour acheter une voiture. Maintenant, ça se fait évidemment à crédit, en leasing, etc. Et pour les produits de technologie, de moins en moins. Pourquoi ? Parce que c'est technique sur les particuliers. Il faut être capable de faire du scoring client. Il faut être capable de connaître la dépréciation du produit dans le temps, ce qu'on est capable de faire sur une voiture, ce qu'on est capable de faire dans l'immobilier, mais dans la technologie, on part du principe qu'une fois qu'il est acheté, voilà. Et dans les smartphones, il y a eu une opportunité qui a été l'extraordinaire boom du smartphone d'occasion. Pas moi qui l'ai créé, des boîtes comme Remade, Back Market, etc. surfent dessus. Ce qui fait que maintenant, il y a un cours de l'occasion. Donc on est capable de prédire la valeur de l'occasion et donc on est capable de le financer à l'entrée. Avec ce qui était au départ ta démarche de Save, c'est le truc le plus important de votre vie. Ah oui, c'est... le fameux truc. Pourquoi est-ce que vous remonteriez dans votre appartement quand vous êtes en bas, ce que vous avez oublié ? Le smartphone. Même sa carte de crédit, maintenant, on la laisse. Exactement. Ah ouais, tout à fait. C'est l'objet le plus important de nos vies. Et c'est vrai que c'est assez fou quand on y repense qu'il n'y ait pas eu ce modèle, sachant que c'est l'objet le plus important de... Alors, leur vie, peut-être pas la mienne, mais en tout cas la vie d'une certaine génération. C'est vrai qu'il y avait et que cette génération, par définition, n'a pas les moyens effectivement d'investir. Exactement. Donc on leur permet en effet d'accéder à des smartphones avec des loyers qui vont entre 20 € par mois jusqu'à 50 € par mois en fonction des produits les plus récents et les plus chers. Et tous nos loyers incluent une assurance vol et casse. Ça, c'est juste un montant. On est à l'aise à le payer tous les mois. Il y aura jamais de galère. C'est même assuré, donc il n'y a pas de problème. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. On n'aime pas donner encore des chiffres, mais bon, on a plusieurs dizaines de milliers de clients. Ça se passe très bien. On est financé clients avec, qui renouvellent leur téléphone régulièrement, parce que j'imagine que ça aide aussi à renouveler son téléphone régulièrement. Ouais, tout à fait. On est en sans engagement, donc nos clients s'en vont quand ils veulent ou changent d'appareil autant qu'ils le souhaitent au sein de notre offre. Et on a des clients maintenant depuis 2 ans et demi, donc on a déjà vu en effet plein de renouvellements d'appareils. Et ça se passe bien en termes de, parce que c'est ça, à chaque fois, nous on se dit, oui, mais le comportement des gens. À partir du moment où c'est loué, ils s'en foutent, ils vont le casser, etc. Tu vas te retrouver avec des primes d'assurance incroyables. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Évidemment, il y a des produits qui reviennent pas en super bon état. Il y a évidemment des sinistres. Il y a une sinistralité sur le vol, la casse. Mais ce que nous on observe, c'est qu'on a une sinistralité qui est standard dans le monde de la location et voire même de la propriété, de l'assurance. Donc les gens sont pas particulièrement moins soigneux parce que c'est pas le leur ou parce que c'est le leur. Voilà. Revenons sur ta vie d'investisseur. Qu'est-ce qui t'intéresse justement ? C'est l'univers du mobile. Dans quoi est-ce qu'aujourd'hui il est intelligent d'investir ? Alors, c'est super difficile parce que je pense que si on essaye d'être trop bloqué à un secteur, en fait, il y a peu de projets. Sauf si on est vraiment dans un univers spécifique, comme par exemple le médical. À ce moment-là, on connaît bien medtech, biotech, et on peut rester vraiment dedans. Pour des gens comme moi qui font
moi je fais plutôt des business consumer. C'est vraiment je dirais pas qu'il faut rester dans l'univers du mobile, sinon je trouverais pas assez de projets malheureusement. Donc moi, qu'est-ce qui me plaît? D'abord, j'ai essuyé à chaque fois des pertes quand j'ai investi dans des choses que je ne comprenais pas. Donc voilà, ouais, concrètement, il faut que je comprenne ce qui se passe et surtout que je comprenne quelque part un peu le chemin. C'est-à-dire qu'ils vont passer par cette étape. Voilà, je comprends le chemin. Et que t'aies toi une utilité à ce moment-là à essayer de les accompagner ou pas du tout? Quand on me demande mon avis, je peux donner mon avis, mais souvent on arrive facilement à faire des introductions pour des choses un peu banales, une levée de fonds, t'as besoin de faire boucler un tour de capital, je peux te faire des introductions à quelques fonds, t'as besoin d'un crack en marketing, je connais 2-3 agences qui sont sympas. Mais sinon, la conduite de la boîte, en fait, c'est l'histoire de l'entrepreneur. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on attend, on investit dans la conviction de l'entrepreneur. Donc, si c'est pour que l'entrepreneur, toutes les 2 secondes, il dise « je sais pas où je vais », et donc la plupart du temps, on aide, mais on aide sur ce qui est accessoire. Le reste, la conduite, ça reste la conduite de l'entrepreneur. Et donc, ma question, c'était qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Ou qu'est-ce qui est trendy? Qu'est-ce qui bouge? On investit toujours dans les projets pour 3 raisons. Moi, c'est ça je m'intéresse pas. Je suis ce qu'on appelle agnostique au secteur. Par contre, voilà, il y a 3 critères qui sont importants, qui sont souvent un peu les critères des investisseurs. C'est numéro 1, l'équipe. Dès que j'ai investi dans des équipes qui me paraissaient un peu bancales, ça s'est toujours mal passé. Il faut que les gars soient soudés. Ouais, soudés, bonne équipe, puis surtout vraiment dans le projet à fond, quoi. Et alors c'est mieux quand il y a de l'expérience, quand c'est une deuxième boîte, c'est clairement on voit qu'il y a plus de ça connecte plus vite, on fait des choix plus rapidement, etc. Mais il faut que les gens soient autant meurent de faim, si je puis dire, que pour la première boîte. Donc ça, c'est parfois un peu difficile à trouver. Deuxième élément, évidemment, le marché. J'ai investi dans des projets qui peuvent devenir des futurs Google ou je sais pas. Voilà. En tout cas, il faut qu'il y ait une échelle possible, en tout cas. Des boîtes importantes. Donc quand il me paraît que le projet est trop niche, que vraiment, ça va intéresser que 5000 clients, votre truc, je me dis que c'est pas pour moi. Et puis la troisième chose, c'est le produit en lui-même. Qu'est-ce qui a déjà été réalisé par l'équipe? Est-ce qu'il y a déjà une app, un site, un projet, un business plan? Ça peut être vraiment au tout début, juste un deck et un business plan. Si ce que je vois est exceptionnel, vraiment en termes de design, c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien pensé, je me dis ok, ça sera probablement bien sur ce qui va dérouler, la boutique, le magasin, etc. Yuka, t'as investi dans Yuka, mais il y a très très longtemps, j'espère pour toi, parce que là. Ouais, j'ai investi dans Yuka au tout début. Ils ont fait qu'un seul tour de table, donc tout à fait. Yuka, combien 10, 20 000. La dernière fois que j'ai regardé, mais c'était il y a longtemps, ils avaient déjà 10 millions d'utilisateurs. Ouais, je crois qu'ils arrivent aux 20 millions. Ouais. Ils sont installés sur un téléphone sur 4 en France, donc c'est un gros business. et maintenant, je commence à voir les Yuka 2. Tu sais, vous allez faire le Yuka 2, l'environnement, vous allez faire le Yuka 2, etc. Là, c'est le. Là, c'est le Graal. C'est le triomphe. C'est le Graal, c'est le triomphe absolu. Mais alors, justement, quand tu es dans un tel truc, parce que le problème, c'est la sortie. Pas forcément. Ça viendra forcément un jour. Oui, ou je sais pas. Nous, on accompagnera la fondatrice dans ce qu'elle voudra faire. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est une app qui se veut très indépendante. Elle se finance d'ailleurs au-delà de notre investissement, parce que c'est un investissement, c'est pas pour toute la vie. Au bout d'un moment, ça nous permet juste d'atteindre peut-être un moment où on arrive à être ce qu'on appelle le break-even, autofinancé. Et c'est leur cas d'ailleurs. Ils ont trouvé un modèle super malin en vendant des calendriers, des livres. Ils ont une petite version premium aussi de leur app. Qui leur permet maintenant de faire suffisamment de revenus pour leur fonctionnement, et ils continuent à grossir. Ils ont une super roadmap encore devant eux en Europe, aux États-Unis, etc. Donc non, ça c'est une belle boîte. Merci Damien. Avec plaisir. Merci Damien Morin, donc le PDG, parce que c'est quand même ça, de Mobile Club, était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Damien Morin, le patron de Mobile Club. On se retrouve demain sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.